Hey, salut les guenines, c'est l'Ermite, vous êtes sur la chaîne de l'Ermite légendaire, et aujourd'hui, on va parler One Piece. Aujourd'hui, je vais vous parler du chapitre 1095 et 1096. Double review pour toi, mon guénine, parce que l'Ermite a besoin de se mettre à jour. Le chapitre 1095, qui s'intitule Un monde où il vaut mieux ne pas vivre, vous allez comprendre pourquoi, très rapidement. Le chapitre 1094 nous avait laissé sur un cliffhanger avec Bonnie qui était en train de poignarder Clyde. Je la couperai au montage celle-là. Avec Bonnie qui était en train de poignarder Saint-Saturne, l'un des 5 doyens donc. La scène d'ouverture du 1095 reprend directement sur cette scène où on voit Saint-Saturne, toujours le poignard dans le bide, hein. Et au final, tout le monde, tous les soldats sont en train de s'extasier en mode « Oh mon Dieu, oh mon Dieu !» Et en fait non, il leur dit « Les gars, si j'avais pas voulu qu'elle me poignarde, j'esquivais quoi, c'est tout. » Sanji veut sauver Bonnie, en fait, Saint-Saturne, il les jette, il les tèche comme des cacas, clairement. Ça nous montre un petit peu la puissance du bonhomme et potentiellement des 5 doyens. Saint-Saturne, du coup, montre que lorsqu'il retire son poignard, finalement, il a un pouvoir de guérison qui est pété, quoi. Luffy et sa troupe vont pas s'en débarrasser comme ça. Ça va être compliqué tout ça. Donc après, c'est normal quand même, hein, on parle de l'un des 5 doyens, hein, c'est pas le pimpin du coin, donc c'est logique. Jusque-là, c'est logique. Ensuite, la scène bascule sur Luffy et Kizaru qui sont au sol, étalés, tous les deux. Luffy est complètement à plat. Donc on sait que son Gear 5 a une durée limitée dans le temps, hein. C'est comme le Gear Force, le Second, le Third. Il y a toujours eu des retombées parce que sinon la technique serait beaucoup trop pétée, ce qui est logique. Il faut qu'il y ait un contre-coup à un pouvoir démesuré. On est plutôt sur un match nul, hein, entre l'amiral et Luffy. Et entre l'amiral et l'empereur, avantage quand même légèrement à l'empereur, j'ai l'impression. Parce que Luffy c'était un petit peu fritouille avec Lucci. Et d'ailleurs, on attend de voir la suite du combat Rob Lucci-Zoro, hein. J'espère que Zoro va montrer qu'il n'est pas là pour déconner et montrer que c'est un second empereur solide. S'ensuit après l'introduction de la race des boucaniers. La race des boucaniers, donc Kuma serait l'un des derniers descendants de cette race, mais on apprend que Nika était un boucanier. La race, le peuple de Nika qui a affronté les dragons célestes, étaient tous des boucaniers, mais ils sont de facto devenus les ennemis mortels des dragons célestes. Voilà. Donc aujourd'hui, les quelques rares survivants, a priori il n'y aurait que Kuma et Bonnie, sa fille, sont considérés comme des esclaves des dragons célestes. Enfin, pour les dragons célestes, c'est leur juste place. Alors, trait de caractère des boucaniers, visiblement, une sacrée voracité, un appétit féroce. Donc, est-ce que ça voudrait dire que Luffy, par extension, vu qu'il est en quelque sorte la réincarnation de Nika, serait lui aussi un boucanier? Ça voudrait dire que Dragon et Garp aussi. Ça reste à voir. On a droit, lors de l'introduction de la race des boucaniers, à un petit flashback, une origin story de Kuma, de sa naissance jusqu'au moment où il se retrouve sur God Valley. Et oui les gars, enfin God Valley. Depuis le temps qu'on nous le tease, on y est enfin droit. Donc je vous cache pas que je suis assez content. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Et God Valley, les Rocks qui apparaissent dans le chapitre 1096. Donc je vais y venir. Mais j'ai hâte. J'ai hâte. God Valley, God fucking Valley les gars. On sait que c'est connu pour justement avoir permis à Garp de devenir un héros. En tout cas, c'est ce que le gouvernement mondial a retenu et a laissé filtrer avec Morgan auprès de l'opinion publique, de l'opinion mondiale. Les vainqueurs écrivent l'histoire, c'est connu, et cette fois-là encore, n'y fait pas exception. Donc les dragons célestes, tous les 3 ans, ont décidé de se faire un petit safari sur une île, choisi de manière arbitraire,
ou pas tout à fait, parce qu'en fait, a priori, ils veulent éradiquer une population pour s'attribuer les ressources de l'île. Bon, pourquoi pas, mais en fait, bah, les gars se sont juste dit on va faire un safari. Allez. Et enfin, je trouve ça très drôle parce que c'est pas drôle du tout, mais moi ça m'a fait beaucoup rire parce que tu les vois avec leur putain de tromblon à la Oncle Picsou en train de canarder les locaux. Et c'est ridicule en fait, c'est ridicule avec leur gros tromblon là, c'est génial. Et donc, qui c'est qu'on voit arriver? Eh ben, le chef des chevaliers divins, Saint Garling Figarland. Et pas Kuloda sur ce coup-là, c'est chiant à prononcer. Et donc, on va l'appeler Saint Garling. Saint Garling, pour ceux qui ont vu le film One Piece Reto, je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais on va dire que oui, sur les origines un peu de Shanks en quelque sorte, on apprend que Shanks est un Figarland. Oda nous a déjà fait le coup sur Wano Kuni, Onigashima, etc., avec le seigneur de la province de Ringo. Quand on l'a vu, on s'est tous dit « Oh putain, c'est le daron de Zoro et tout, dinguerie ». En fait, pas du tout. Pas du tout, c'est son grand-oncle, si je dis pas de bêtises, du côté maternel, un truc comme ça. Pourquoi pas? C'est un Shimotsuki, si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me reprendre en commentaire si je dis des dingueries. Il y a pas mal de choses qui me passent au-dessus de la tête, parfois notamment les blazes. Pour en revenir à Saint Garling, Figarland, est-ce que ce serait pas le daron de Shanks, justement? Alors quand on le voit en mode vieillard quelques chapitres avant, on se demande, on sait qu'ils ont le même blaze et voilà. Là on le voit jeune, et force est de constater que en fait c'est la gueule de Shanks, c'est le même. C'est Shanks mais avec la houppette à Tintin. Pourquoi pas? Le chara-design est discutable, mais en tout cas il en impose. C'est une belle saloperie aussi. Oh, là, il y a du salopard plus. Mais bon, les gars comptent les points des victimes. Il part avec un handicap parce qu'il a buté le roi de l'île. Le mec est pas tranquille dans sa tête. Il est arrivé, il a dit toi, tu l'ouvres trop. Rac. Allez, ça part. Moins 100 000 points. Oh, mais il me faut un petit handicap, sinon c'est pas drôle. Ah, le daron, il est pas là pour déconner. Ok, on termine le chapitre 1095 avec l'introduction de Ivankov et d'une jeune demoiselle nommée Jenny. Voilà, qui sont eux aussi des esclaves qui étaient sur Marie-Joise, qui vont participer au safari avec Kuma. Alors le chapitre 1096, lui, est un peu plus chargé. Je vais essayer de condenser au maximum, sinon on va pas s'en sortir. Il s'intitule Kumachi, donc ce qui voudrait dire mon petit Kuma. Voilà. Un terme affectif dont Jenny aurait affublé Kuma. Donc la scène d'ouverture se déroule avec les règles du safari. Voilà, il pose les règles du safari. Si vous butez telle cible ou telle cible, vous avez tant de points. Et si vous visez la tête, vous avez tant. Si vous... Voilà, c'est Safari Game. C'est parti, c'est Squid Game. On a droit à l'amiral en chef de l'époque, il me semble qu'il s'appelle Kong. Il y a des théories comme quoi ce serait le père de Garp. J'ai des doutes, je pense pas. Mais voilà, c'était l'amiral en chef de l'époque. Et il est en train d'appeler Garp pour lui demander d'aller intervenir sur God Valley. Donc Garp, lui, qui a toujours refusé de devenir amiral pour ne pas obéir au dragon céleste, commence à dire « Ouais, non, mais tu sais très bien que j'ai pas envie. » Et Kong lui dit « Ouais, mais il y aura Roger. » « Ah putain, il y aura Roger. Bon, ben j'y vais. » Voilà. Il en faut pas plus. Il lui parle également d'un certain truc, un trésor, enfin un truc considéré comme un trésor par les pirates, qu'ils vont vouloir aller chercher. Donc qu'est-ce que ça peut être? Les théories les plus folles sont possibles. Est-ce que ce serait un poneglyphe? Peut-être le dernier poneglyphe? Ce serait pas bête à ce stade-là de l'histoire. Est-ce que ce serait peut-être le fameux trésor du capitaine Jones que recherchait Baggy, justement? Vous savez, ce fameux trésor qu'il a recherché pendant un moment et que Luffy lui a donné un espèce de bracelet dans l'arc Impel Down, une sorte de tour de bras qu'il avait récupéré à Thriller Bark, si je dis pas de bêtises. Les paris sont ouverts, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas,
les Rox et l'équipage de Roger ont décidé de se rendre sur God Valley pour récupérer ce fameux trésor, a priori, si j'ai bien compris. Pendant ce temps, Ivankov, Ivaladiva, enfin c'est pas encore le cas, mais est en train de mener une petite rébellion dans le rang des esclaves pour leur dire, les gars, n'espérez rien, ils vont nous chasser pendant 3 semaines, ceux qui survivent seront abattus. Le but, c'est d'abattre tout le monde, ils nous font espérer, parce que ben, pour eux, c'est plus cool, clairement, de traquer du gibier qui bouge, plutôt que du gibier qui attend sagement. Déjà, un certain talent de leader, de meneur d'hommes chez Iva, avec la petite Jenny qui s'avère être une experte dans l'art de l'espionnage, de la communication, tout un tas d'autres choses comme ça qui seront sûrement utiles à l'armée de la rébellion tôt ou tard. Donc, enfin, l'armée révolutionnaire. Plus exactement, Jenny, c'est une pro du vol, de l'écoute et de la communication. Et elle a laissé filtrer justement ce qui se passe et qui était en vase clos sur God Valley auprès du monde en fait. Les communications ont été interceptées, j'imagine, et ben, heureusement, sinon on aurait eu droit à un génocide et point barre. Et donc là, enfin les Guénines, enfin on a droit à l'entrée en scène des Rox. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça casse des culs. Ah, elle est badass. Elle est badass. On voit pas Rox Dichebec et heureusement, j'ai envie de dire, il nous le tease, il laisse monter la sauce et c'est très bien. Oda est très bon comme ça. Mais il nous remonte des visages qu'on connaît, qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Alors on a droit à Big Mom qui quand même suivait un régime à cette période. Elle était quand même largement mieux. Je comprends qu'elle ait autant de gosses, à ce stade en tout cas. Il y avait Kaido, Barbe Blanche, aka Edward Newgate, Shiki, le lion d'or. J'espère qu'on en verra davantage sur Shiki parce que, à part le film, je crois que c'était One Piece Gold, on n'a pas vu grand chose sur lui dans le manga, donc j'espère qu'on aura droit à un petit flashback sur lui. On a eu droit au Capitaine Jones également et à Stussy. Stussy qui valide donc qu'elle était fraîche en son temps et que c'est moins surprenant que Barbe Blanche soit tombée amoureux d'elle et qu'ils aient eu un gamin ensemble. L'autre espèce de demeuré là. Donc on a droit également à quelques randoms, notamment un homme poisson. Et on a droit également à la surprise du chef, la cerise sur le gâteau dirais-je, Gloriosa, qui est, alors je ne sais pas si elle était déjà actuellement lors du flashback l'impératrice d'Amazon Lily, mais en tout cas c'est le vieux fossile qui sermonne la douce boa Hancock sur l'île d'Amazon Lily. Ma mignon, mignon de gnon. Donc ensuite nous voyons arriver l'équipage de Roger et de Garp quasiment en même temps. Peut-être qu'au niveau de l'échelle de temps ils sont peut-être arrivés en décalage, je ne sais pas, on verra. En attendant, les deux se joignent à la fête, si je puis dire, et ça part en mêlée. Clairement, on a Saint-Garling qui organise la défense des dragons célestes. Je pense qu'il va faire du sale. Un petit aparté sur Saint-Garling notamment, on peut voir que... Enfin, on peut voir, non, on peut pas voir justement. Mais pour ceux qui lisent les SBS de One Piece, je pense que vous êtes nombreux, il est dit normalement dans l'origin story de Shanks qu'il a été trouvé dans un coffre que Roger a récupéré sur God Valley a priori. Donc je pense que d'ici la fin du flashback, on aura droit à Roger qui va ouvrir le coffre et on va voir un gamin dans ce fameux coffre, un fameux roux. Quel trésor! Elle était gratuite. Est-ce qu'on aura droit à Baggy aussi? Parce qu'il me semble qu'ils l'ont recueilli en même temps. Est-ce que ça ferait de Baggy un dragon céleste également? Un descendant de dragon céleste? Ou peut-être que c'était un descendant d'esclave? En tout cas, je pense qu'on aura pas mal de réponses dans les prochains chapitres et j'ai vraiment hâte. Pour clôturer, on va voir notamment que pour s'évader, Ivankov montre les fameux lots pour les gagnants du tournoi. le Safari Game. Et en fait, il s'agit du fruit du démon que Kaido
mangera tôt ou tard, et le fruit du démon de Kuma, le fruit du démon des coussinets. Kuma, bien entendu, va manger ce fruit du démon alors que Big Mom essaiera de s'emparer des 2 fruits du démon. Elle donnera probablement dans les prochains chapitres le fruit du démon, là, du dragon d'Azur, à Kaido, qui sera sûrement à l'agonie, pour lui sauver la vie. Et le fruit des coussinets sera mangé par Kuma, qui va sauver Ivankov, Jenny, et au moins 500 personnes, en les amenant dans le royaume de Sorbet, normalement. Donc s'en suivra un petit flashback sur Kuma, son installation, sa réinstallation devrais-je dire, au royaume de Sorbet, et sa petite vie tranquille et son histoire d'amour naissante avec Jenny, qui pour l'instant le considère comme un petit frère, bien qu'il soit plus âgé qu'elle. Jenny qui est très probablement la daronne de Bonnie, et on voit qu'elle tire son surnom de gloutonne de sa daronne, très clairement. C'est tout pour aujourd'hui les Genin, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me commenter vos impressions. Dites-moi ce que vous avez pensé des théories que je vous ai soumises. Alors, il n'y en a pas énormément. En tout cas, soyez curieux, participez à la légende, diffusez la sainte parole de l'ermite autour de vous, abonnez-vous, likez, partagez. À la prochaine!